Dans un mois et demi, le mercredi 11 janvier 2023, Anna Dam Stockholm sera jugée en appel devant le tribunal correctionnel. En première instance, elle a été condamnée à 1 an de prison ferme pour soustraction d'enfants. Elle risque donc l'incarcération à l'issue de l'audience du 11 janvier. C'est l'histoire d'une maman de 2 filles et d'un garçon qu'elle n'a pas eu le droit de voir depuis maintenant 2 ans. La justice a jugé plus juste de les confier à leur père, un ex-militaire qui travaille dans un territoire ultramarin. Un père qui pourtant a fait l'objet d'un grand nombre de signalements de professionnels, de psy, de profs, pour des soupçons de violence et d'abus sexuels sur ses enfants. Un homme, il est important et légal de le dire, qui est présumé innocent, d'autant plus qu'il n'a jamais été poursuivi à la suite de ces signalements. Lorsqu'il s'agit de protéger les enfants, on marche vraiment sur la tête dans notre pays. Il y a des erreurs, bien sûr, des procédures aberrantes, des juges débordés, des gens censés être concernés et qui s'en foutent royalement. Mais invariablement, on en finit par se demander si tout cela n'est pas plus le fruit d'une volonté supérieure, celle de ne pas protéger les enfants, qu'une incapacité à le faire. Le calvaire d'Anna est exemplaire, c'est celui de tant et tant de mères punies aujourd'hui pour tenter de protéger leurs enfants, en fuite à l'étranger ou en prison, ou qui malheureusement finissent par mettre fin à leur jour. C'est une affaire hors norme, l'affaire d'Anna, en raison de la durée des procédures. Cela fait 8 ans qu'elle tente de protéger ses enfants en vain. Hors norme aussi en raison du déni de justice flagrant, scandaleux même, et de l'inversion de culpabilité ahurissant dont elle est victime. Anna est considérée à tort comme une mère malfaisante, hystérique, destructrice du psychisme de ses enfants. Si Anna Dam Stockholm témoigne aujourd'hui, c'est d'abord pour faire entendre la voix de toutes ces femmes qui sont punies pour avoir tenté ou pour tenter de protéger leurs propres enfants. Anna, vous risquez l'incarcération à l'issue de l'audience du 11 janvier. Vous avez peur? Oui, bien sûr, j'ai peur. Des signalements de violence de votre ex-mari à l'égard de vos enfants, il y en a. Mais presque tous ont été classés sans suite. Pourquoi? J'ai fait appel à la système judiciaire pour protéger moi et les enfants. Et au début, ça a fonctionné. Il y avait des professionnels qui ont fait des signalements les juges ont protégé les enfants au début et ils ont demandé des enquêtes supplémentaires pour investiguer la situation. Mais malheureusement, le père, il a pris contact avec un psychiatre qui est connu pour rentrer avec des rapports privés pour des pères qui sont justement accusés de l'inceste et violence. Et depuis qu'il a rendu ce rapport, sans voir les enfants et moi, nous avons eu du mal. En mars 2013, vous divorcez. Vous obtenez la garde des enfants. Les enfants, ils commencent à être de plus en plus perturbés et aussi sexuels. Et quand je parle avec mon ex-mari de ce fait, pour moi, il avait une réaction anormale. Je pense quand on voit les enfants d'être sexuels ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Ils rencontrent qui sont adultes, où ils sont potentiellement appris ça. Et malheureusement, en place, ils me regardent un peu détachés en disant « Ah, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vu au télé ». Fin 2013, vous découvrez que votre fille de 4 ans est en train de pratiquer une fellation à son petit frère de 2 ans. Quelle est votre réaction?
c'est un peu le début d'une période d'inferno. Parce que je demande qu'elle arrête et elle me demande s'il faut arrêter avec papa aussi. Et je lui demande si elle a fait fellation sur son papa. Et elle me demande, elle dit à l'époque que non, mais il a léché ma foufoune cucu. Vous avez la présence d'esprit de filmer la scène avec votre portable. Ouais. Et je l'ai fait parce que on était appelés chez les brigades de mineurs. Et je pensais que c'était bizarre que le brigadier on peut pénaliser des choses et elle m'a demandé si c'était pas un souci que mon ex est militaire et c'était mieux si je rentre chez moi et essaye de trouver une solution avec mon ex-mari. Et avec notre fille, elle a demandé en place d'interroger sur les faits pour le raison qu'on était là, parce que c'était quand même un hôpital qui avait porté plainte. Elle a demandé à notre fille, mais papa, il est gentil quand même, en place de lui interroger sur les faits. Vous filmez votre fille aînée qui joue avec ses poupées Ken et Barbie à des jeux qu'une enfant de 4 ans ne peut pas avoir inventés. Oui, en fait, je suis choquée après les premières auditions. Donc, je prends contact avec quelqu'un que je connais chez FBI qui est responsable justement pour une section à l'époque pour investiguer pédocriminalité. Et elle était aussi très surprise de l'approche, comme elle a dit, chez nous, on utilise quelque chose qui est équivalent à des salles Mélanie qui seront utilisées en France, c'est-à-dire des salles avec des poupées et des jeux qu'on utilise avec des petits enfants qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ont subi, mais ils le montrent souvent. Spiser han fufun? Kan han godt lide det? Er det papa, der godt kan lide fufun? Yeah. Donc, elle m'a conseillé d'enregistrer tout comportement anormal et acheter 2 poupées. Et je suivis son conseil et je retournais chez les brigades pour essayer de montrer ça, mais il ne voulait pas le regarder. Vous allez alors mettre un mouchard dans l'ordinateur de votre mari. Qu'est-ce que vous découvrez alors? Avant que j'aille à l'hôpital pour accoucher notre 3e enfant, je mets un mouchard sur notre ordinateur familial parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je voulais essayer de comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. Et quand je suis retournée après l'accouchement, je détecte qu'il a regardé des pornographies caractère pédophile. Et je contacte un avocat et il m'a dit c'est très difficile dans ce dossier-là. Il vaut mieux que vous essayez de créer une distance et faire rappel à votre ex-mari. C'est pas correct de regarder des types de pornographie et aussi surtout pas avoir les enfants à côté, parce que ce que je détecte en même temps, c'est que il y avait des animations pour des enfants qui ont mis à côté. Donc, ça veut dire que probablement ils étaient à côté de lui à l'époque. Anna, ces images pédopornographiques, vous les avez transmises à la police? Ils ont accepté de les regarder? On a essayé, mais la même chose, ils ne voulaient pas le regarder. Et c'est que récemment qu'on a eu une chance de le représenter. Inquiète, vous décidez d'emmener votre fille à l'hôpital Trousseau. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eux, ils m'ont dit qu'il fallait présenter les enfants pendant leur investigation.
Et pendant 2 mois, ils font un suivi avec une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire des psychologues, des médecins, des travailleurs sociaux. Et après 2 mois, ils décident de porter plainte contre le père pour agression sexuelle et violence. Un psychologue reçoit alors vos enfants et dit que dans un souci de protection, il serait préférable de suspendre le droit d'hébergement du père aux enfants. Et pourtant, en 2014, le juge aux affaires familiales laisse malgré tout à votre ex-mari le droit d'accueillir vos enfants pendant les vacances. Au début, il protège les enfants pendant 6 mois, mais vu que la police classe l'affaire très vite, il réinstaure le droit de visite et hébergement en présence d'un tiers. Ce même juge va décider aussi d'arrêter le suivi psychologique des enfants, parce que votre ex-mari s'y oppose. Oui. Pourtant, les psychologues écrivent au juge, nous pensons les enfants en danger, puisqu'ils doivent se rendre chez leur père. Ils insistent par écrit. Oui, il y a beaucoup de signalements qui ont été faits par des professionnels qui ont suivi les enfants pendant des années. Des signalements, il y en a plus de 10. Il y a eu 22 signalements entre 2013 et 2020. Vos enfants sont alors scolarisés et là, ce sont des parents d'élèves qui contactent les services sociaux. Vos enfants ont évoqué devant leurs petits copains d'école la violence de leur papa. Et ils ont écrit une attestation qui a été partagée avec une association qui a justement fait un signalement. Oui. Il y a aussi les instituteurs qui signalent à plusieurs reprises un changement de comportement de vos enfants. Oui, pendant 2 fois à d'école, en fait non, 3 fois à d'écoles différentes au courant des années. Les écoles ont fait des constats de sexualité ou de défécation ou de manque de concentration et agression chez surtout ma fille aînée. En 2015, une psychologue qui a reçu vos enfants va signaler à son tour au magistrat avoir constaté de fortes masturbations, des dessins de sexe masculin en érection et avoir entendu l'aîné décrire une scène de cunnilingus. Oui. Et malgré ça, rien ne se passe. Avec la même équipe, il y a eu un rapport qui demande que le père est investigué psychiatriquement pour 6 mois supplémentaires. Et le juge d'enfant ordonne une mesure de protection pendant 6 mois avec le droit de visite médicalisé avec justement les évaluations psychiatriques. Le malheur pour les enfants, c'est que c'est jamais exécuté ce jugement. Et là, le vent tourne. Votre ex-mari contacte le célèbre docteur Paul Bensoussan, qui s'illustra dans la célèbre affaire d'Outreau, par sa dextérité à transformer les enfants victimes du réseau en petits affabulateurs. Il s'agit d'une expertise privée demandée par votre ex-mari et évidemment destinée à démontrer, sous la prestigieuse signature du docteur Bensoussan, qu'il est un homme bien sous tout rapport. Oui. C'est un peu l'essence de rapport avec des accusations et des diagnostics sur moi, même s'il ne m'a jamais rencontré, ni les enfants. Il est d'ailleurs pas pédipsychiatre, même s'il fait des consultations d'enfants. Et son expertise, sans surprise et sans appel, est que votre ex-mari ne paraît pas, je cite, pathologique et qu'il n'a pas trouvé chez lui de propension à l'abus sexuel sur mineurs. Et du coup, votre ex-mari va obtenir la garde de vos enfants. Pour le juge, après ce rapport, qui bien entendu met en avant le célèbre syndrome d'aliénation parentale, vous devenez une mère aliénante, hystérique, une folle, qui, pour écarter le père à tout prix, est capable d'avoir tout inventé. Oui, c'est la conclusion du rapport Bensoussan, qui a un certain pouvoir, surtout en 2015, dans le système judiciaire, oui. Si vous l'aviez en face de vous aujourd'hui, ce docteur Bensoussan, vous lui diriez quoi? Je suis assez engagée
dans la protection de l'enfance maintenant, parce qu'à part de mes inquiétudes, de mon tristesse de ne pas avoir protégé mes enfants, je le trouve absolument insupportable qu'on ne peut pas protéger les enfants en France. Malheureusement, le nom Paul Bensusson apparaît très souvent dans les dossiers où on supprime le voix des enfants et les adultes protecteurs. En fait, c'est pas que la mère et les enfants, ils sont en train de décrédibiliser, c'est aussi les professionnels qui ne sont plus crus après que Paul Bensusson est rentré dans son dossier. Évidemment, toutes les investigations lancées à la suite des signalements à l'encontre de votre ex-mari vont être petit à petit abandonnées. Vous le savez très bien que dès qu'il y a eu un fil rouge des allégations, souvent ça devient la vérité dans la tête des gens. Et les allégations d'un père qui est un master manipulateur avec un rapport de Bensusson comme utile pour, je vais dire, se camoufler ou masquer comme agresseur et mettre la lumière sur les enfants et les professionnels et les parents protecteurs. Ça a très bien fonctionné et ça veut dire que souvent des signalements ne sont même pas enquêtés. Votre ex-mari est membre de la marine et depuis 2020 en poste à Tahiti où il a toujours la garde de vos enfants que vous n'avez pas revu depuis 2020. Mais dans ces années-là, de 2016 à 2020, votre ex-mari est très souvent en déplacement professionnel. Il est nommé dans le Var, il est nommé en Angleterre. Et là, où qu'il soit, il va vous accuser à 17 reprises de non-présentation d'enfants. Oui, pire, il essaie de dire « j'ai enlevé mes enfants ». En faisant ça, il prépare clairement un dossier contre vous. Et vous vous en rendez compte? Non, mais depuis que j'ai osé de demander une divorce, et quelque part, je pense, j'ai une des premières personnes qui a démasqué son compulsion. Il m'a dit de suite qu'il voulait me détruire et tourner les enfants contre moi. Et on peut dire quelque part qu'il a bien réussi, malheureusement. Et ça m'inquiète beaucoup. On en arrive au mois de juillet 2020. Vous partez avec vos enfants en vacances dans votre pays d'origine, le Danemark. Mais votre ex-mari, qui déménage à Tahiti au même moment pour son travail, veut absolument emmener vos enfants avec lui et va obtenir in extremis le droit de vous retirer le partage des vacances d'été. Quand vous rentrez à la fin des vacances du Danemark, vous êtes immédiatement placé en garde à vue. Votre ex-mari en a profité de ses vacances pour saisir la justice pour enlèvement international. Oui. Racontez-nous, quand vous vous retrouvez en garde à vue, quelle est votre réaction? Je m'inquiétais beaucoup pour les enfants parce que j'avais cette voix dans ma tête tout le temps qu'il voulait couper le lien entre les enfants et moi. Et je savais très bien de déplacement sans arrêt. Le GS, c'est une sorte d'élimination et on n'obtient pas Tahiti sans de demander Tahiti exprès comme marin. C'est pas une mutation obligée, si vous voulez. Et le fait que j'étais mis en garde en vue, j'avoue que j'avais même pas moi-même en tête. C'était eux. Et c'est ça, cette garde à vue, qui a conduit au jugement de première instance qui vous a condamné à 1 an de prison ferme. Quand vous entendez ce verdict ahurissant, 1 an ferme, vous comprenez ce qui vous arrive ou pas? Mais en fait, je pense que quelque part, j'ai été en choc depuis. Parce que les avocats, il fallait le répéter 4 fois, tout ce qui était arrivé. Parce qu'on avait obtenu un renvoi par les procureurs.
Et mes avocats m'ont dit, mais c'est mieux que vous restez avec un avocat à Paris pour préparer votre dossier. Et l'autre va aller à l'audience et obtenir la nouvelle date. Sauf que la présidente du tribunal n'était pas d'accord. Donc, j'ai obtenu cet jugement sans avoir l'occasion de me défendre. Donc, j'étais sous choc. Alors à la Toussaint 2020, vous êtes allé à Tahiti pour essayer de les voir, vos enfants. Mais votre ex-mari a refusé parce que vous n'aviez pas prévenu 3 mois avant, comme paraît-il, il est légal de le faire. Oui, c'est ce qu'il a incorrectement indiqué. Ouais. Anna, quelles sont aujourd'hui vos relations avec vos enfants? Quand vous demandez à un parent qu'est-ce que le pire qui peut vous arriver, tout le monde dit si quelqu'un fait du mal à mon enfant. Et là, c'est ce qui est arrivé. J'ai vu la destruction que ça a eu sur leur développement devant mes yeux. Et je me sens en échec que je n'ai pas pu les protéger. Et je sais maintenant que, en plus de ça, ils sont maintenant dans une situation où le père et malheureusement aussi les travailleurs sociaux sur place disent que je suis indifférent d'eux, que je les ai abandonnés, que je suis folle, dangereuse. Et en même temps, avant, ils m'ont toujours dit que j'étais la seule personne avec qui ils avaient confiance. Donc, si vous voulez museler quelqu'un, la meilleure option, c'est de les isoler. Mais pour les enfants, il y a cet effet supplémentaire que c'est très destructif pour leur développement. Donc, je m'inquiète beaucoup. Petit à petit, on a l'impression que votre ex-mari est parvenu à ce que vos enfants en viennent à vous détester. Une des choses que l'équipe sous le juge d'enfants ont pu constater, c'est que monsieur, il a une haine contre des femmes en règle générale et notamment moi. Donc, c'est pas quelque chose qui est développé tout d'un coup, c'est quelque chose qui a été présent dans lui propre. Et ça lui gêne pas les effets très négatifs que ça peut avoir sur les enfants. Quand vous parlez de votre affaire au Danemark, votre pays de naissance, comment juge-t-il la façon dont vous êtes traité en France? Le fait qu'un psychiatre peut rendre un rapport sans voir les enfants, sans me voir, qui deviennent déterminants et qui déprive les enfants une enfance normale et protégée. Ça, je pense, c'est particulièrement lié à l'historique qui ont eu lieu en France depuis l'affaire Outreau. Ce fut le coup d'arrêt donné à toute véritable protection de l'enfance en France, à partir du moment où il a été décrété et décidé qu'il ne fallait plus les croire, les enfants. Quel âge ils ont maintenant, vos enfants? Ils sont 9, 11 et 13. Anna, à l'issue de ce calvaire, vous espérez les récupérer un jour? Oui, bien sûr, j'ai toujours espoir. C'est ma rêve. Est-ce que vous pensez que vous pourrez effacer tout le mal qu'ils ont pu endurer? Il y a encore une enfance qui reste, une opportunité pour justement améliorer leur situation. Donc, je sens une certaine urgence d'agir. Merci Anna d'avoir répondu à mes questions. C'est d'autant plus courageux qu'on l'a vu. Vous êtes depuis des années dans une situation extrêmement éprouvante. Merci. Le docteur Luis Alvarez, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, est tout indiqué pour nous aider à comprendre le traumatisme subi par les enfants d'Anna.
Je partage d'ailleurs son mantra. Il dit: aujourd'hui en France, le principal écueil à la prise en charge des enfants est l'ignorance des médecins et des psychologues s'agissant du traitement du traumatisme, mais également, malheureusement, des magistrats et du système policier. Nous fonctionnons avec un système qui a des convictions, une idéologie, presque une religion, mais aucune assise scientifique. L'occasion d'un petit zoom pour un éclairage psy dont cette affaire a besoin. Je vais commencer par les données de la littérature scientifique. Les travaux les plus complets et que l'on connaisse à propos des allégations mensongères et de violences sexuelles d'un parent envers un autre parent sont des travaux canadiens d'un très grand monsieur qui s'appelle Nico Trocmé. Il a fait des publications dans les années 2005 et il rend compte de 7600 cas de plaintes pour violences sexuelles d'un parent envers un autre dans un contexte de séparation. Et les chiffres de Trocmé sont très impressionnants puisqu'ils montrent que seulement 4% des allégations parentales sont mensongères. 4% sur 7600 cas. En ce qui concerne les allégations de violences sexuelles du parent qui a la résidence principale de l'enfant, sur 7670 cas, 2 cas seulement ont été décelés comme des allégations mensongères de violences sexuelles. Donc on a une évidence scientifique très forte qui nous amène à penser effectivement que on ne s'amuse pas à aller emballer une machine judiciaire autour des éventuelles violences sexuelles qu'un ex-conjoint aurait pu commettre sur nos enfants. Là, en l'occurrence, même si tu n'as pas suivi personnellement cette affaire, on a des vidéos filmées par la mère des enfants se livrant à des actes sexuels, ses propres enfants, ou reproduisant sur des petites poupées des actes sexuels. Est-ce qu'un enfant, en l'occurrence de 4 et 2 ans, peut inventer une telle chose de lui-même? Ce signe qui est évoqué s'appelle des jeux sexualisés. Les jeux sexualisés font partie de ce tableau clinique reconnu par la littérature scientifique internationale qui suggère que les enfants ont fait une rencontre avec la sexualité adulte. Ces jeux sexualisés sont très troublants et ils peuvent se faire entre les enfants. L'enfant victime le fait à d'autres enfants et où l'enfant peut mimer avec des jouets, avec des poupées, la sexualité adulte à laquelle il a été exposé ou à laquelle il a été qu'il a subi. Et ce signe clinique est un signe clinique important et qui seul suggère des violences sexuelles, mais bien sûr associé à tous les autres signes vient confirmer ce tableau clinique. Maintenant, c'est un tableau clinique, c'est un signe clinique que les enfants ne peuvent pas mimer et un adulte ne peut pas l'induire chez eux. Donc c'est un signe clinique qui ne peut pas faire l'objet d'un apprentissage par un adulte. C'est la manifestation d'une souffrance de cet enfant. On ne peut pas imaginer que ça soit la maman qui leur impose de faire ça pour fabriquer une pièce. Et cela paraît très très peu probable qu'un parent protecteur puisse induire ce type de comportement chez des petits-enfants. Des enfants qui sont privés de contact avec leur mère peuvent-ils, sous la houlette de leur père, qui en a la charge, devenir haineux à l'égard de leur maman? Ne plus vouloir la prendre au téléphone, ne plus vouloir l'entendre? La littérature scientifique nous apporte quelques éclaircissements là-dessus. Et dans le cas de violences intrafamiliales, un certain nombre d'enfants peuvent devenir hyper adaptés. C'est-à-dire que pour survivre à la violence,
les enfants peuvent, en quelque sorte, s'accommoder, s'ajuster aux attendus parentaux. Et parce que de cette soumission dépend leur survie. Et c'est une stratégie pour défléchir la violence qu'ils pourraient éventuellement subir. Et ce concept d'hyperadaptation est un concept très important en psychotraumatisme. Et l'autre concept, c'est l'identification à l'agresseur. Effectivement, à un moment donné, et malheureusement, après un long parcours judiciaire, et un des parents est déclaré gagnant et l'autre parent est déclaré perdant. Donc, les enfants ont tendance à s'identifier aux parents gagnants, et donc s'identifier à l'agresseur. S'identifier à l'agresseur est aussi une stratégie de éviter la violence. Dans cette affaire, le père est allé voir un psychiatre renommé qui s'est illustré par le passé déjà en utilisant le recours au SAP. Et c'est à la suite de cette expertise, il n'a évidemment vu ni la mère ni les enfants, que la justice a complètement changé son cours. C'est-à-dire que la mère qui était crue jusque-là est devenue une affabulatrice, une hystérique. Ça arrive souvent ? Malheureusement, oui. Et quand bien même le fameux syndrome d'aliénation parentale est décrié et honni par la littérature scientifique internationale et par les organisations de santé internationales. Donc, soyons très clairs, dans notre pays, nous avons beaucoup de difficultés pour protéger les enfants victimes de violences et leurs parents protecteurs. Une de ces difficultés est l'expertise. Et peu de magistrats font la différence entre un expert de l'adulte, un expert de l'enfant. Un pédopsychiatre, un pédopsychologue n'examine pas un enfant de la même façon qu'un psychiatre de l'adulte ou un psychologue de l'adulte. Et les magistrats ne se soucient pas en général de la formation dense et nécessaire d'un expert en psychotraumatisme. Ce qui fait en général que les expertises n'ont pas la qualité nécessaire. C'est maître Pauline Rongier, avocate pénaliste engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui va assurer la défense d'Anna le 11 janvier prochain. Je l'ai jointe en Zoom pour qu'elle nous explique ce que raconte en filigrane sur notre société cette affaire exemplaire. Je crois d'une part qu'on assiste à un phénomène malheureusement très, très fréquent et très alarmant où on voit que finalement l'auteur de l'inceste en fait va diaboliser la mère pour qu'on n'entende pas l'enfant. Et c'est ça, moi, que je vois dans le dossier d'Anna. Et puis, des institutions qui sont en place, qui sont là pour protéger les enfants, des juges qui sont en principe, des procédures qui sont prévues pour protéger les enfants et qui sont utilisées et détournées par l'auteur pour se protéger lui-même. Et c'est comme ça qu'on assiste à cette situation où Anna risque d'être incarcérée pour avoir voulu protéger ses enfants. Je suis effectivement, là, dans ma pratique professionnelle, de plus en plus confrontée à ces situations complètement absurdes où la mère n'est pas crue, où l'enfant n'est pas cru et où la justice va aller complètement à l'encontre de la protection que ces enfants méritent en acculant la mère, en l'accusant de vouloir couper les enfants du père et puis avec donc cette issue la plus extrême de l'incarcéré en fait pour non-représentation d'enfants. Le bon sens voudrait qu'il y ait une relaxe d'Anna au tribunal correctionnel en janvier prochain. Maintenant, je sais que ça va être un travail énorme de retournement en fait des positions, des a priori que le monde judiciaire a déjà sur Anna. Mais j'y crois, oui, bien sûr, j'y crois. Elle mérite d'être relaxée pour l'état de nécessité, en fait, d'être déclarée, que soit reconnu le fait justificatif de l'état de nécessité, puisque pendant cette courte période où elle n'a pas présenté ses enfants, c'était pour les protéger et elle a des éléments
qui montre que ces enfants étaient vraiment en danger avec leur père. Donc bien sûr, j'y crois. Bien sûr, j'ai de l'espoir. Voilà pour le témoignage d'Anna. Bien entendu, de bonnes âmes, bien droites dans leurs préjugés, rétorqueront que ce n'est que son témoignage, qu'il ne vaut que ce qu'il vaut, qu'elle est fragile, qu'elle ne semble guère équilibrée. Vous le seriez à sa place, après ce qu'elle a vécu, après ce que vivent ses enfants, et à l'aube de son procès où elle peut se retrouver en cabane? J'indique à ces mêmes bonnes âmes qu'il ne s'agit pas ici, évidemment, de nous ériger en tribunal populaire. Nous attendrons sagement la décision du tribunal correctionnel, mais nous y serons très attentifs. Merci et à très bientôt sur carlzero.tv.